En utilisant des métriques telles que l'indice de létalité, les évaluations d'adaptation environnementale et les coefficients de mortalité spécifiques à l'espèce, qui semblaient très scientifiques au début, mais signifiaient finalement à quel point vous serez mort sur une échelle de 1 à entièrement éteint. Le Bureau d'évaluation de la survie galactique a méticuleusement enregistré chaque prédateur connu à travers 17 000 systèmes habitables. Le summum du développement bureaucratique était leur système de classement. C'est la preuve des conséquences qui peuvent survenir lorsque les sociétés ont une quantité excessive de paperasse, une obsession malsaine pour la classification des menaces potentielles et un excès de temps libre. Avec un score parfait de 10, les traqueurs de glace de Kiara 9 occupaient pas la première place sur leur liste de morts méticuleusement tenue. 100% dans chaque catégorie quantifiable de désastres de vacances que vous préféreriez ne pas affronter. Les 17 sceaux officiels d'authenticité sur leurs documents les dépeignaient comme des prédateurs de premier ordre dotés d'une adaptabilité surhumaine, d'un contrôle de la température et de taux d'efficacité de chasse mathématiquement impossibles. Les traqueurs de glace étaient maîtres dans l'art de transformer des êtres vivants en cadavres gelés, pour le dire en termes plus simples que le bureau n'utilisait jamais, car une terminologie simple ne nécessitait pas autant de comités pour l'approuver. Les animaux eux-mêmes contredisaient toutes les théories acceptées sur l'évolution des prédateurs. Avec la capacité fascinante de modifier leur température corporelle pour s'adapter parfaitement à leur environnement, les rendant invisibles à la surveillance thermique, ces créatures mesuraient environ 3 mètres de haut sur des jambes qui semblaient construites par un comité d'architectes de cauchemar. Ils pouvaient changer leur peau cristalline de transparente à semblable à un miroir se fondant dans les formations de glace et confondant leurs victimes avec des signatures thermiques redirigées. De manière inquiétante, ils montraient des signes d'intelligence de groupe qui étaient cohérents soit avec une planification stratégique sophistiquée, soit avec un degré troublant de ruse dans leur technique de chasse. Leur immunité apparente aux moyens de dissuasion traditionnels est ce qui a vraiment fait passer les traqueurs de glace de terrifiants à cosmiquement injustes. Les armes à projectiles se brisaient contre leur armure adaptative, tandis que les armes à énergie pouvaient traverser leur structure cristalline comme la lumière à travers le verre. Les explosions nucléaires, en revanche, ne leur ont donné que de nouvelles façons de se cacher de la chaleur. Après avoir consacré beaucoup de ressources, tant monétaires qu'autres, au sujet, les scientifiques sont finalement parvenus à la conclusion que les traqueurs de glace étaient la manière dont la nature testait les limites du possible. Ces impossibilités biologiques ont trouvé un cadre idéal sur la planète Kiara 9. Imaginez une planète où l'hiver ne finit jamais et où les habitants parlent avec optimisme des jours chauds comme étant en moyenne de 47 degrés Celsius. Le paysage était principalement composé de cavernes de glace qui s'enfonçaient à des profondeurs théoriquement inconcevables de bois immaculé et de rares évents thermiques qui donnaient aux gens un faux espoir en les réchauffant pendant un petit moment avant que le froid ne reprenne tout. Respirer sans assistance était à peu près la même chose que de gargariser de l'azote liquide en raison de la composition atmosphérique qui comprenait également des chutes de neige continues et des vents capables de geler la chair exposée en quelques minutes. La suggestion officielle de Kiara 9 du Bureau de survie galactique était étonnamment simple. Après cela, il y avait 47 pages de documents supplémentaires qui détaillaient pourquoi le mot « ne pas » n'était pas adéquat pour décrire toute l'étendue des risques associés à la visite de la planète. Avec une preuve mathématique détaillée montrant que la probabilité statistique de survie sur Kiara 9 était négative, le consortium de recherche interespèces a naturellement décidé que ce serait un endroit idéal pour mener une étude sur le terrain. L'addendum à l'addendum impliquait que visiter la planète pouvait d'une manière ou d'une autre
vous rendre rétroactivement mort. Celui du groupe, chaque étape du processus de prise de décision illustrait les meilleures caractéristiques d'une société galactique hautement développée. Discussion méticuleuse, évaluation exhaustive des dangers potentiels, planification exhaustive et le genre d'optimisme assuré qui résulte de n'avoir jamais affronté quelque chose de plus périlleux qu'une note interdépartementale formulée avec force. Ils ont proposé une expédition d'observation à faible risque pour observer les habitudes de chasse des traqueurs de glace à une distance sûre en utilisant des protections technologiques adéquates. Cela a été fait après seulement 18 mois d'examen par le comité. La sélection bureaucratique des espèces, à son meilleur, était exposée dans l'équipe de l'expédition. Les membres ont été soigneusement choisis pour incarner le summum de leurs forces évolutives uniques. Le commandant Zitien Redcol supervisait l'évaluation stratégique. Son peuple s'était adapté à une planète mortelle à haute gravité, où toutes les créatures vivantes, y compris les plantes, cherchaient des victimes. Les Zitiens avaient la réputation d'avoir une tradition militaire très estimée et un pourcentage élevé de morts honorables, mais entièrement évitables en raison de leur armure intégrée, de leurs réflexes améliorés et de leur dévouement culturel à ne jamais reculer devant un défi. Le docteur Zentara était responsable de la coordination environnementale. Son peuple morphe avait perfectionné l'altération évolutive contrôlée, leur permettant de s'adapter à des conditions dangereuses. En réponse aux conditions environnementales changeantes, les morphéens pouvaient instantanément modifier leur structure cellulaire, leur métabolisme et leur température corporelle. Les expéditions vers des lieux que d'autres espèces considéraient inhabitables constituaient la majeure partie de leur secteur touristique, ce qui reflète leur vision des menaces environnementales comme des inconvénients mineurs qui peuvent être gérés grâce à une préparation biologique suffisante. L'unité 7741, qui représente une intelligence collective traitant des données grâce à une conscience distribuée, impliquant des millions de créatures individuelles, est responsable de l'analyse des données. Depuis sa création il y a des millénaires, le Covenant n'a existé que comme connaissance capable d'habiter n'importe quel substrat technologique requis. En plus d'être totalement ennuyeux lors des fêtes, leurs compétences exceptionnelles en planification stratégique étaient le résultat de leur capacité à évaluer simultanément les problèmes sous tous les angles possibles. Monsieur Marcus Chen, l'humain, fonctionnait enfin et surtout dans une position diplomatique en tant qu'observateur. En raison de l'attribution récente de la classification d'espèces sentientes temporaires aux humains et du désir du consortium de montrer son engagement envers une exploration inclusive, son inclusion était en quelque sorte une nécessité bureaucratique. En ce qui concerne l'implication humaine dans les projets scientifiques, les opinions variaient de la tolérance condescendante à la pure perplexité quant aux contributions potentielles d'une espèce qui n'avait découvert le voyage plus rapide que la lumière que très récemment. Il semblait que Marcus avait maîtrisé l'art de l'indifférence désinvolte face à la sous-estimation, car il était étonnamment imperturbable face à la condescendance. Alors que le reste de l'équipage donnait des présentations approfondies sur leurs procédures de survie uniques lors des briefings pré-mission, Marcus se contentait de hocher la tête et de faire des remarques passagères sur le fait de rester flexible et de voir ce qui se passe. Sa méthode de préparation consistait à emporter ce qu'il appelait des fournitures de base, un ensemble d'outils et d'équipements rudimentaires qui avaient incité ses coéquipiers plus compétents en technologie à le taquiner gentiment. Des mois de planification méticuleuse par les meilleurs cerveaux tactiques de la galaxie ont été consacrés au plan de mission.
Nous avions pensé à tous les scénarios possibles. Nous avons identifié et contré tous les dangers possibles. Ils enverraient un réseau de capteurs de haute technologie et d'équipements de surveillance, installeraient une station d'observation protégée loin de toute région de traqueurs de glace dont ils étaient conscients et resteraient en contact continu avec l'assistance orbitale. Il y avait eu des tests approfondis des procédures d'extraction d'urgence. Quand il s'agissait d'éviter le destin terrible des planètes de la mort gelée, les cerveaux les plus brillants de la galaxie croyaient en une redondance complète. Ainsi, les systèmes de secours avaient des systèmes de secours qui avaient leur propre système de secours. De toute estimation raisonnable, leurs avantages technologiques étaient immenses. Même les canons à plasma ne pouvaient pas pénétrer l'armure de combat zitienne. L'équipement environnemental de Morph permettait une manipulation complète de la température et de la pression atmosphérique. Plus rapidement que la grande majorité des cerveaux biologiques ne pouvaient enregistrer le danger, les systèmes de traitement des données du Covenant pouvaient évaluer la situation et agir en conséquence. La somme de leurs parties était l'apogée de l'ingénierie extraterrestre. Perfectionnée au fil des siècles de progrès scientifiques, après avoir été testée sur le terrain dans des dizaines de conditions adverses. Il aurait dû être évident que quelque chose allait terriblement mal, parce que l'atterrissage sur Kiara 9 s'est déroulé sans accroc. Après avoir installé leur camp dans une vallée protégée, l'équipe a méticuleusement construit son réseau de capteurs et a commencé à étudier les habitudes de la faune locale. Leur modèle méticuleusement construit prédisait avec précision comment les choses se dérouleraient pendant les 2 premiers jours. Le temps est resté dans les limites normales. Tout a fonctionné comme il se devait et la première collecte de données a été plus efficace que prévu. Pendant les 2 premiers jours, Marcus a erré sans but dans le périmètre. Ignorant l'équipement de surveillance complexe qui menait réellement la tâche scientifique, il semble qu'ils étaient fascinés par les formations de glace locales. Avec la même joie indulgente que l'on ressent en voyant des nations primitives découvrir le feu, ses camarades ont noté son comportement dans leurs rapports. Les humains jouaient juste avec des pierres cool et prenaient des notes sur le temps. Les scientifiques utilisaient réellement des outils pour mener de véritables expériences. Les traqueurs de glace les ont localisés le 3e jour. Le dysfonctionnement de leur réseau de capteurs fut le premier signe de la catastrophe. Sans avertissement ni défaillance du système, cela s'est produit soudainement et sans aucun préavis, comme si quelqu'un avait tendu la main et éteint nonchalamment tout l'équipement de haute technologie. Sous le commandement du commandant Red Cole, l'unité Covenant a lancé des tests de diagnostic. Docteur, les processus d'adaptation environnementale ont été initiés par Zand Terra. Après avoir attentivement étudié une structure d'arbre particulière, Marcus leva les yeux et continua à observer. Oh mon Dieu, c'est terrible! La note parfaite des traqueurs de glace dans le catalogue de mort du Bureau de survie galactique a été prouvée par l'attaque à son arrivée. Leur corps cristallin se fondait parfaitement dans la glace, alors qu'ils avançaient dans de nombreuses directions, à la fois rendant les avantages technologiques inutiles. Parce que les assaillants pouvaient se matérialiser de nulle part, tourbillonnant à travers le terrain cristallin, comme des reflets vivants, les positions de défense bien planifiées de l'expédition étaient rendues inutiles. Face à des animaux qui semblaient être perpétuellement supérieurs sur le plan tactique, l'entraînement au combat zitien du commandant Red Cole était absolument inutile. Quand il ne pouvait pas distinguer les cibles en mouvement du bruit de fond, ses réflexes accrus étaient inutiles. Son armure conçue pour résister aux armes à énergie et aux assauts de projectiles n'offrait aucune défense contre des monstres capables de tuer en frappant la chair avec des membres qui pouvaient instantanément congeler les tissus vivants. Quand se retirer
était le seul choix raisonnable, l'héritage fier de son espèce, de ne jamais abandonner, devint un fardeau. La fierté est une vertu réservée aux vivants. Trouver des prédateurs qui semblaient exister en dehors des restrictions environnementales typiques était un défi majeur pour les morphes, comme Xanthterra l'a découvert. Sa maîtrise de la régulation de la température s'est avérée inutile face à des prédateurs qui utilisaient les signatures thermiques comme aide à la navigation. Les adaptations finement réglées de son corps au cours de millions d'années n'étaient pas suffisantes pour repousser un organisme qui s'était adapté pour chasser les êtres à sang chaud, assez fous pour poser le pied sur leur monde. Quand elle s'est retrouvée face à des prédateurs qui pouvaient voir à travers son camouflage d'urgence, rien ne l'a aidée. Lorsque des êtres qui semblaient savoir exactement comment semer le chaos dans les systèmes technologiques ont commencé à détruire méthodiquement les substrats physiques contenant cette intelligence, l'unité du Covenant a réalisé que le traitement de l'intelligence distribuée n'avait que peu d'utilité. Quand toutes leurs analyses ont pointé vers le même résultat, leur capacité à envisager les situations sous différents angles est devenue sans intérêt. De toutes les manières possibles, ils étaient voués à l'échec. Alors que, un par un des millions de nœuds de traitement se déconnectaient, leur conscience collective commença à ressentir quelque chose qui ressemblait à la terreur. Alors que les plans de survie élaborés de ses compagnons s'effondraient dans une série d'échecs spectaculaires, Marcus prit une décision que ses collègues qualifieraient plus tard soit de la plus astucieuse, soit de la plus folle de l'histoire de l'exploration. Bien que le commandant Redcall ait fait un effort pour engager le combat avec des créatures pratiquement invulnérables, Marcus s'approcha d'un grand arbre près de leur camp et commença à étudier sa structure interne, tandis que le docteur Zentur tentait de surpasser des prédateurs qui avaient déjà maîtrisé l'adaptation, et que l'unité du Covenant effectuait des calculs de plus en plus frénétiques qui aboutissaient tous à différentes versions de « nous allons tous mourir ». Une énorme structure de glace vivante qui s'était transformée en ce qui semblait être un chêne gelé au cours des siècles, l'arbre en question était une formation cristalline naturelle de Kiaran 9. Les processus naturels l'avaient creusé à l'intérieur, créant une chambre de la taille d'une pièce. Avant de déclarer « Je vais dormir là-dedans » et de commencer à rassembler son équipement de camping de base, Marcus a évalué cette zone pendant environ 30 secondes. Au début, ses coéquipiers, qui étaient confrontés à une menace imminente pour leur vie, ont pensé que l'individu avait subi une dépression mentale. Le commandant Redcall criait quelque chose concernant les lieux de combat et la coordination tactique, alors qu'il s'arrêtait entre des manœuvres de combat inefficaces. Cher docteur, au milieu de son 4e ajustement physiologique en 10 minutes, Zentara a exprimé ses opinions sur les protocoles de protection environnementale. Lorsque l'unité du Covenant a analysé les actions des humains en utilisant leur intelligence collective, ils sont parvenus à la conclusion que Marcus montrait un niveau extraordinaire de lâcheté ou avait trouvé un moyen de survivre qu'il ne pouvait pas comprendre. Avec son sac de couchage, quelques équipements de régulation thermique de base et ce qui semblait être un tas d'herbes parfumées éparpillées à l'intérieur, Marcus se glissa dans l'arbre creux, indifférent à tout ce qui l'entourait. « Réveillez-moi quand ce sera fini », dit-il nonchalamment, avant de se refermer à l'intérieur, sa voix convenant à une demande de réveil matinal plutôt qu'à un survivant d'une confrontation avec les tueurs les plus efficaces de la galaxie. Pendant des décennies à venir, les xénobiologistes et les experts en survie analyseraient ce qui s'était passé ensuite. Se montrer. Ce n'était pas une victoire pour la stratégie avancée en soi, mais cela a prouvé qu'il y a un monde de différence entre l'intelligence et la ruse, entre la pensée complexe et la résolution pratique de problèmes. Une fois les avantages technologiques de l'expédition neutralisés,
et les membres restants de l'escouade encerclés, les traqueurs de glace, ont commencé leur chasse méthodique. Leur patience tactique à attendre autour de la position du commandant Redcall donnait l'impression qu'ils voyaient ces manœuvres de combat frénétiques plus comme un jeu que comme un danger. Ils surveillaient les changements physiologiques du docteur Zentara d'une manière qui ignorait ses tentatives d'adaptation à ces circonstances. Les autres substrats du Covenant ont été méticuleusement détruits comme si c'était fait exprès pour prolonger le processus, mais l'arbre où dormait Marcus a été totalement ignoré. L'explication magnifiquement simple n'apparaîtrait qu'après une analyse approfondie post-incident. La détection de signatures thermiques, le suivi le mouvement et l'analyse des traces biochimiques étaient tous des outils dans la boîte à outils du traqueur de glace. Si une espèce à sang chaud essayait de survivre sur Keter 9 en utilisant des méthodes normales, il pourrait facilement la trouver et la tuer. Contrer des tactiques de survie complexes, l'adaptation environnementale et des solutions technologiques avaient été toute leur trajectoire évolutive. Ils n'avaient jamais auparavant eu à concevoir des défenses contre un intrus qui se contentait de somnoler dans un arbre. Le camouflage thermique était fourni par l'endroit où Marcus dormait, car la structure cristalline de l'arbre déformait les systèmes de détection du traqueur de glace avec sa distribution inégale et la redirection des signatures thermiques. Leur principal moyen de le suivre était rendu inutile par son manque de mouvement. Afin de dissimuler son empreinte biologique, il avait répandu des herbes aromatiques, formant ainsi une barrière olfactive. Crucialement, les traqueurs de glace ont attribué son manque d'activité à un manque d'hormones de stress, des battements de cœur irréguliers et des signaux métaboliques élevés, tous des indicateurs de comportement de proie. Pour le prédateur, l'arbre n'était qu'un autre élément aléatoire du paysage. Leur capacité de chasse naturelle leur permettait de repérer des proies qui tentaient de fuir, de se battre ou de survivre. Je n'ai tout simplement pas remarqué quoi que ce soit qui ne faisait délibérément aucune de ces choses. Les prédateurs suprêmes ont ignoré Marcus en faveur de proies plus difficiles, car il s'était effectivement caché à la vue de tous, en devenant complètement insignifiant. Après presque 6 heures à éliminer méthodiquement les tactiques de survie complexes de l'expédition, les traqueurs de glace ont réussi. Les prédateurs semblaient apprécier la tâche de démolition progressive de la théorie militaire zitienne, de sorte que la dernière résistance du commandant Redcall s'est prolongée le plus longtemps, non pas parce que son entraînement au combat était efficace, mais à cause de cela. Cher docteur, les tentatives d'Anture de provoquer des changements physiologiques de plus en plus désespérés se sont heurtées à une opposition rapide et décisive de la part d'organismes qui avaient été témoins de toutes les tactiques de survie biologique imaginables grâce aux adaptations environnementales qui servaient de retard temporaire. Alors que l'intelligence dispersée de l'unité du Covenant était méticuleusement réintégrée dans un seul substrat défaillant, sa conscience collective traversait un processus remarquablement comparable à l'horreur existentielle. Alors que le taux de létalité impeccable des traqueurs de glace était méthodiquement démontré, Marcus dormait profondément dans son arbre, enveloppé dans une simple couverture de couchage thermique et imprégné de l'arôme d'herbes exotiques. Les traqueurs de glace ne pouvaient pas dire qu'il était vivant parce que ses traces thermiques étaient trop dispersées et erratiques, mais son équipement de camping rudimentaire maintenait sa température corporelle à un niveau physiologique humain. Son rythme cardiaque était normal, sa fréquence respiratoire modeste, et tous ses indicateurs biochimiques étaient en accord avec quelqu'un qui somnole l'après-midi et non avec quelqu'un qui échappe aux prédateurs les plus redoutables de la galaxie. Les traqueurs de glace passeraient simplement leur chemin une fois qu'ils auraient éliminé leurs dangers apparents. Leurs habitudes de chasse ne leur permettaient
pas d'explorer chaque centimètre de la Terre, surtout lorsque cette zone ne semblait pas avoir quoi que ce soit de valable à tuer. Leur efficacité décontractée à l'arrivée s'est maintenue jusqu'à leur départ de la zone. Marcus a dormi pendant 14 heures après avoir laissé derrière lui un campement qui semblait avoir traversé une catastrophe naturelle hautement organisée. Après s'être réveillé dans un silence complet, il descendit de son arbre et découvrit une scène complètement altérée par les événements de la veille. L'équipement avancé de l'expédition a été retrouvé dispersé selon des motifs qui indiquaient que les traqueurs de glace avaient intentionnellement expérimenté différentes méthodes de destruction. Ce qui semblait plus être de la curiosité professionnelle qu'une véritable agression avait été méthodiquement utilisé pour démolir les fortifications de défense méticuleusement préparées. Particulièrement remarquable était le fait qu'aucun de ses coéquipiers ne pouvait être localisé, même si tous les signes indiquaient leur départ involontaire et permanent de la zone. Ses coéquipiers l'avaient poliment taquiné sur l'inutilité de sa balise de secours rudimentaire compte tenu de leur capacité de communication avancée, mais il a pris des mesures immédiates en l'allumant dès qu'il a appris la crise. Dans le cas où les systèmes alimentaires sophistiqués de l'expédition deviendraient inaccessibles, sa deuxième action fut de se préparer un petit déjeuner en utilisant les provisions qu'il avait emportées. Troisièmement, il a pris des notes minutieuses sur les conditions météorologiques locales avant de s'installer pour attendre les secours. Il semble considérer sa situation actuelle plus comme une chance de mener des recherches de terrain approfondies que comme une menace directe à sa survie. Son état a été jugé remarquablement bon pour quelqu'un qui venait de survivre à une rencontre avec des monstres qui n'avaient jamais laissé de survivants auparavant par l'expédition de sauvetage qu'il a finalement récupérée. En plus d'être bien reposé et nourri, il avait méticuleusement documenté les schémas de comportement des traqueurs de glace en attendant d'être récupéré. Non pas parce qu'il offrait une analyse profonde, mais parce qu'il prouvait le mérite de l'observation directe et non filtrée. Son débriefing allait devenir une référence pour les xénobiologistes étudiant le comportement des prédateurs. En réponse à une question sur la façon dont il avait réussi à survivre à une confrontation qui avait tué 3 membres de la race la plus évoluée de la galaxie, Marcus a donné un récit exhaustif mais sévèrement décevant pour ceux qui espéraient des tactiques plus complexes pour rester en vie. Il avait dormi à l'ombre d'un arbre. Il s'abstint d'agir comme une proie parce que les traqueurs de glace cherchaient des signes de cela. Les choses qui se battaient, s'échappaient ou luttaient pour leur survie étaient prises pour proie. Il s'ensuit qu'il n'avait participé à aucune de ces activités. Parce qu'elle était incroyablement basique, elle semblait presque primitive, mais elle avait réussi à déjouer des prédateurs qui avaient évolué pour résister à des tactiques plus complexes. Les communautés académiques chargées de l'évaluation des menaces et de la formation à la survie était captivé par son explication qui a déclenché ce que l'on pourrait qualifier de longues discussions. C'était une situation délicate, mais le Bureau de survie galactique devait incorporer des tactiques qui nécessitaient de délibérément ignorer leurs connaissances dans leur processus scrupuleusement respecté. Les stratèges militaires ont trouvé difficile d'accepter l'idée que s'abstenir de combattre était parfois la meilleure ligne de conduite. Les spécialistes de l'adaptation à l'environnement doivent faire face à la réalité que la préparation physiologique complète pourrait ne pas être aussi efficace que de se cacher jusqu'à ce que le problème disparaisse. Le comité de révision a délicatement décrit la conclusion du rapport sur l'incident comme ayant des implications importantes pour la doctrine de survie actuelle. La longueur totale du rapport, y compris les annexes, dépassait les 3000 pages. Selon les conclusions, les prédateurs ont évolué pour contrer les effets de la pensée stratégique intelligente et des solutions techniques de pointe.
Par conséquent, ces approches peuvent se retourner contre vous. En tant qu'espèce, les traqueurs de glace étaient au fait sur mesure pour traquer et dévorer tout ce qui opposait trop de résistance pour survivre. Il semblait que, en raison d'un mélange d'intransigeance évolutive et d'une propension à l'échelle de l'espèce à sombrer dans le sommeil, lorsqu'ils étaient confrontés à des difficultés qui ne pouvaient être résolues immédiatement, les humains avaient involontairement trouvé la meilleure stratégie de survie. Leur stratégie pour rester en vie comprenait être bien préparés, de la manière la plus fondamentale, être attentifs à leur environnement et aborder les problèmes de manière créative, ce qui était le résultat de leur manque de progrès technologique. Essentiellement, les prédateurs qui avaient évolué pour contrer la sophistication étaient incapables de les chasser efficacement en raison de leur nature rudimentaire. Après de longues délibérations, la suggestion formelle qui est ressortie de l'examen était étonnamment simple. Il pourrait être judicieux d'emmener des humains lors de futures missions dans des zones dangereuses pour conseiller sur des stratégies alternatives. Avec cette idée est venu un ensemble de protocoles spécifiques à suivre dans le cas où les conseils de survie standards ne suffiraient pas. Ces protocoles incluaient essentiellement de demander à la personne ce qu'elle ferait dans une certaine situation et de prendre en considération sa réponse aussi basique qu'elle puisse paraître. Comme il l'avait fait lors de la mission initiale, Marcus a accepté l'accolade avec une indifférence désinvolte. Il a fait remarquer qu'être trop ennuyeux pour être chassé est parfois la meilleure stratégie pour éviter d'être chassé lorsqu'on lui a demandé s'il avait des conseils de survie qui pourraient aider la société galactique au sens large. Comme les sociétés sophistiquées, les prédateurs avancés avaient tendance à compliquer les choses plus qu'elles ne l'étaient. Les meilleures réponses n'étaient pas toujours les plus cachées. Parfois, il suffisait de mettre de côté ces idées préconçues sur la façon dont les choses devraient être faites. Une bonne dose d'ignorance et de ténacité, a-t-il dit, est un atout pour la façon dont les humains résolvent les problèmes. Ils ont essayé des idées qui ne marchaient pas parce qu'ils n'avaient pas les connaissances nécessaires pour comprendre pourquoi. Certains problèmes ne pouvaient tout simplement pas être résolus et ils ne pouvaient tout simplement pas l'accepter. Par conséquent, ils ont persisté à chercher des substituts jusqu'à ce qu'ils en découvrent un qui se soit avéré efficace. Plus crucial encore, ces caractéristiques avaient été affinées au cours de millions d'années de survie sur une planète qui cherchait activement leur destruction, les forçant à concevoir des stratégies novatrices pour éviter l'anéantissement. La littérature officielle du Bureau de la survie galactique indique que le profil d'évaluation des menaces des traqueurs de glace de Keter 9 présente une addition notable, mais conserve par ailleurs son taux de létalité impeccable. Les notes concernant l'adaptation à la chaleur et les habitudes de chasse en meute étaient enfouies dans les spécifications techniques, mais une petite addition suggérait que leur schéma de chasse était limité lorsqu'ils rencontraient des espèces de proies qui présentaient des réponses de survie non standards. Substituer alternatif à primitif était un choix délibéré dans le matériel supplémentaire. Méthode stratégique et approche non traditionnelle pour évaluer les risques. Les chercheurs à travers la galaxie persistaient dans leurs études complexes du comportement des prédateurs, de l'adaptation à de nouveaux environnements et des réponses technologiques aux problèmes de la vie et de la mort. Les courses aux armements évolutives et la complexité croissante des mécanismes de défense biologique étaient des sujets abordés dans leurs publications. Afin d'intégrer les leçons tirées de la catastrophe de Kythera dans leur modèle théorique, ils créèrent des équipements de plus en plus sophistiqués. Leur dévouement à suivre le protocole, à être bien préparés et à s'engager dans le genre de planification méticuleuse qui avait permis la civilisation galactique restait inébranlable.
Pendant que les chasseurs les plus efficaces de l'univers étaient occupés à chasser, ils incluaient subtilement des observateurs humains dans leurs équipes d'expédition à haut risque, au cas où quelqu'un aurait besoin de faire une sieste dans un arbre. C'était rudimentaire. Ce n'était pas une approche sophistiquée et elle n'avait pas sa place dans les articles savants sur les tactiques de survie de pointe. Le facteur le plus crucial, cependant, était la façon dont il maintenait les gens en vie, et c'était étonnant. En fin de compte, la partie la plus ironique de l'incident de Keter 9 n'était pas que les instincts de survie les plus basiques de l'humanité aient triomphé des stratégies les plus sophistiquées de la civilisation galactique. C'était plutôt que les esprits intelligents de la galaxie aient dû vivre un incident impliquant les prédateurs les plus efficaces de l'univers pour se rappeler l'importance de parfois ne rien faire face à une situation impossible. Problème. Si vous voulez savoir ce qui fonctionnait le mieux parfois, il fallait revenir en arrière, ignorer toute la technologie disponible et garder à l'esprit qu'être assez têtu pour mourir était plus important qu'être trop intelligent pour survivre. En tant que spécialiste observateur, Marcus Chen retourna à son travail. Ses paramètres de mission avaient été subtilement élargis pour inclure la consultation sur des stratégies alternatives dans les cas où les approches conventionnelles échouaient. Néanmoins, il persistait à emporter du matériel de camping de base, à noter méticuleusement les conditions météorologiques et à afficher le même mépris insouciant pour le protocole galactique qu'il avait protégé sur une planète gelée où la complexité signifiait chasser efficacement. Malgré les meilleurs efforts des humains, le cosmos immense et apparemment indifférent persistait à poser des obstacles qui ne pouvaient être surmontés, peu importe à quel point nos plans étaient bien élaborés. Les dossiers du Bureau de survie galactique contenaient des évaluations de menaces méticuleuses et des évaluations de létalité méticuleusement tenues à jour, mais il y avait aussi une petite note indiquant que trouver un endroit confortable pour dormir et attendre que cela devienne le problème de quelqu'un d'autre était parfois la meilleure façon de survivre à l'impossible. Étant donné qu'il n'avait jamais rencontré d'animal qu'il ne pouvait pas chasser, les traqueurs de glace étaient voués à réussir efficacement jusqu'à ce qu'il rencontre quelque chose de trop ennuyeux pour justifier une poursuite supplémentaire. Même l'histoire de survie la plus simple peut devenir un chef-d'œuvre de complexité administrative dans les suites bureaucratiques de la catastrophe de Kiaron, prouvant que la société galactique est capable de choses extraordinaires. Un total de 17 comités distincts ont été formés par le consortium de recherche interespèces pour enquêter sur l'incident. Chaque comité a utilisé un cadre théorique unique pour analyser les données, ce qui a conduit à des résultats contradictoires qui ont manqué l'essentiel et contredisaient les 16 autres panels. Après 6 mois de recherche et développement, le comité d'analyse tactique avancée avait un modèle mathématique complet qui démontrait l'impossibilité statistique de la survie de Marcus, arrivant à la conclusion qu'une image holographique complexe a dû le remplacer après son décès. Son accomplissement a été attribué, selon le Conseil d'examen de l'adaptation environnementale, à des changements non découverts dans la physiologie humaine qui nécessitent une enquête à grande échelle, idéalement dans un environnement de laboratoire contrôlé, où des facteurs comme dormir dans les arbres et ignorer les protocoles pourraient être exclus. Ces outils rudimentaires, selon le comité de révision technologique, consistaient en des caractéristiques technologiques dissimulées que leurs capteurs avaient manquées, ce qui a incité à une étude de 3 ans pour découvrir la technologie complexe dissimulée dans des sacs de couchage ordinaires.
Pendant ce temps, le sous-comité d'intégration humaine était coincé à expliquer aux élites galactiques comment une race qu'ils avaient auparavant jugée à peine sensible pouvait résoudre un problème. Ils ont d'abord affirmé que la survie de notre espèce était due à la pure chance, une anomalie statistique qui ne démontrait rien de plus que notre naïveté et notre manque de préparation pour le monde réel. Le rapport a été discrètement enterré après que quelqu'un ait fait remarquer que le mot « accidentel » donnait l'impression que leur méthode complexe avait été déjouée par une coïncidence, ce qui était bien pire que d'être déjoué par l'IA. La création de l'alternative fut la conséquence la plus fructueuse de cette croissance bureaucratique. L'Institut de recherche stratégique, une agence d'urgence établie pour enquêter sur des moyens non traditionnels de survie et leur intégration possible dans le protocole galactique établi. Encore plus intimidant que d'éviter les attaques des prédateurs de haut niveau, était le défi initial de l'Institut recruter des experts qui reconnaîtraient que les techniques de survie traditionnelles pourraient bénéficier de quelques ajustements. Cher docteur, le nouveau directeur de l'Institut, le xénobiologiste Zitienne Keith-Morin, a abordé son nouveau poste avec la même sombre détermination que l'on trouverait dans une campagne militaire. Étant donné que l'identité culturelle de son peuple était basée sur un refus d'accepter la perte, reconnaître la supériorité des tactiques de survie humaine revenait essentiellement à pratiquer le suicide rituel. L'habitude de Marcus Chen d'apporter des notes détaillées sur les comportements des traqueurs de glace aux réunions de faculté rendait difficile de faire comme si l'événement de Chiaron n'avait jamais eu lieu. L'alternative, cependant, était de continuer comme si rien ne s'était passé. La tentative de recréer le mécanisme de survie de Marcus dans un environnement de laboratoire contrôlé était le sujet de recherche initial de l'Institut. Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles c'était difficile. Tout d'abord, il était difficile d'enquêter en utilisant des équipements scientifiques avancés sans changer de manière significative le caractère du sujet, car le processus impliquait de se cacher quelque part et de faire une sieste. L'équipe de recherche a passé beaucoup de temps à construire des solutions technologiques compliquées pour observer quelqu'un dormir dans différents endroits cachés. À la fin, ces technologies ont rendu l'étude des tactiques de survie simple, inutile. Quand le docteur Keith-Morin a vu qu'ils abordaient le problème depuis très contraire à ce qui devrait être fait, ils auraient dû se concentrer sur la raison pour laquelle leur méthode était inefficace, plutôt que d'essayer de déduire pourquoi celle de Marcus était réussie. En raison de ce changement de point de vue, la réalité troublante a été révélée. La majorité des mesures de survie galactique reposaient sur des hypothèses simplistes concernant le comportement des prédateurs.